Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Nous sommes le dimanche 4 mai et vous écoutez tout de suite On en parle à Taïwan. Bonjour à tous et vous êtes bien sur l'antenne française de Radio Taïwan International pour vous présenter ce dimanche 4 mai un nouvel épisode de On en parle à Taïwan avec, comme d'habitude, 3 sujets différents, 3 animateurs pour vous parler de l'actualité de Taïwan. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui ? Moi, je vais vous parler des scooters. Voilà. Floriane va parler de... Moi, je vais vous parler d'un concours de rédaction qui est en fait... pas vraiment un concours de rédaction, mais plutôt une tentative politique d'influencer les jeunes Taïwanais. Ça sent plutôt le concours Chine. de réaction, alors. Et moi, je vous parlerai d'une boîte postale sous-marine qui a été installée pas très très loin de la côte de l'île Verte pour attirer les touristes, mais qui cette année risque de les faire fuir. Voilà. D'accord, eh bien moi je voulais vous parler du nombre de scooters à Taïwan. Élevé. Puisqu'on a récemment atteint un pic de propriétaires de scooters. Alors comme le savent peut-être nos auditeurs déjà, le scooter c'est vraiment une institution à Taïwan. Beaucoup de gens en ont. C'est le moyen de transport par excellence et C'est vrai que c'est super pratique, quoi. qui est privilégié pour aller au travail, pour aller faire les courses, pour toutes sortes de trajets courts. Et Pas si court que ça. Parfois, il y en a qui font régulièrement 1 heure en scooter oui, c'est vrai. au quotidien. Ou il y en a qui font le tour de Taïwan, pourquoi pas. Aussi. Qui font le défi en 24 heures. Ou alors, il y a aussi les gens qui vont jeter leur poubelle en scooter Eh oui. pour aller au coin de la rue. Quelques mètres seulement. C'est vrai. Ça me fait toujours rire. Ou alors pour chasser le camion à ordures. Parce qu'on a raté le passage. Exactement. Voilà, donc comme les voitures coûtent cher à Taïwan et qu'il y a très peu de places de parking, les familles préfèrent souvent le scooter et on voit régulièrement les parents et leurs enfants ensemble sur le même scooter pour aller au travail, enfin déposer les enfants et ensuite aller au travail. Jusqu'à 2 adultes et 2 enfants, ça passe crème. Voilà. J'ai même vu plus. Oui. Avec le casque en option. Et avec le chien. Et avec le chien. Ah oui, le scooter est aussi privilégié par les propriétaires de chiens pour aller au parc, pour faire la promenade. Tout à fait. Ça, on voit beaucoup. Et donc, cet amour du scooter, il est aussi dû au fait que le carburant est relativement peu cher à Taïwan et que les Taïwanais n'aiment pas trop marcher. Allez, il faut le dire quand même. Que les routes ne sont pas toujours très adaptées pour les piétons non plus. C'est vrai. Je pense qu'on a tous fait l'expérience en tant qu'étrangers de demander à son chemin ou d'être avec des amis taïwanais et qu'on nous dit non, c'est bien trop loin à pied, prenez un scooter, prenez le bus, prenez le métro, alors qu'en fait, c'est que 10 ou 15 minutes à pied. Je suis sûre qu'on vous l'a déjà fait, celle-là. Bref, donc c'est aussi quelque chose de culturel. Et tout ça pour dire que le nombre de scooters à Taïwan continue de grimper et qu'on a même atteint un pic récemment selon les statistiques du ministère des Transports. Alors, on a en effet atteint une moyenne de 62,7 scooters pour 100 personnes. C'est qui est un nouveau record. Waouh. Donc c'est pas mal. Le média taïwanais TVBS indique que Taïwan continue d'être un royaume pour les scooters en raison de l'accessibilité du prix des scooters ou encore du fait que la plupart des places de parking pour les scooters sont gratuites, contrairement à celles des voitures. Ouais. Donc on peut se garer sur le bord de la route, à côté le long des murs, comme ça, alors que pour les voitures... Parfois sous les arcades aussi, devant chez soi, c'est possible. Tout à fait. Les parkings délimités sont de plus en plus payants maintenant, Nouveau Taipei, Taoyuan, mais c'est parfois et pas par heure. Quand on cherche un peu, on peut trouver un endroit où se garer gratuitement. Et puis ça reste quoi, 50 à 60 centimes d'euros pour la journée, donc c'est quand même abordable. Donc on peut aussi citer les faibles distances en ville et des options de transport en commun qui sont limitées. Alors, ce facteur-là m'a apparu d'abord un petit peu étrange, mais ça c'est parce que je vis à Taipei et que Taipei est une ville très connectée, avec un réseau de métro, de bus, de U-Bike vraiment très dense. Mais il faut aussi penser aux autres villes taïwanaises, ainsi que les campagnes, où souvent il n'y a pas de métro,
Ou alors il y a des bus, mais qui passent de manière assez aléatoire. Oui. Il faut parfois attendre 40 minutes, 1 heure. Donc c'est pas du tout bien desservi quand on sort de Taipei. Et pour peu qu'on habite à la capitale, mais dans un quartier un peu excentré, on peut aussi rapidement se retrouver avec un bus qui passe tous les 20 ou 30 minutes. C'est ça. Et si on est pressé et qu'en plus on a des enfants à déposer quelque part, je comprends que le scooter, ça devient vite plus pratique, plus fiable. Et une des autres raisons citées par TVBS, c'est le climat subtropical de Taïwan. Je ne sais pas en quoi ça joue, mais peut-être que vous avez une idée. Je pense que c'est que du coup c'est assez clément, t'es pas obligé de devoir mettre 5-6 épaisseurs en plus avant de prendre le scooter, même en hiver. Après une cape de pluie ça marche, donc c'est facile quoi, tu l'enfourches comme un vélo presque. Oui c'est vrai, c'est peut-être ça. Et il y a aussi le nombre important à Taïwan de zones mixtes qui combinent zones commerciales et zones industrielles avec des trajets moyens de 10 à 15 minutes, donc c'est une distance qui est considérée comme idéale pour le scooter apparemment. D'accord. Voilà, le média fait aussi remarquer que les prix des tickets de train vont bientôt connaître une hausse historique, en plus. Une hausse moyenne de près de 27% du prix des tickets de train, ce qui pourrait aussi jouer dans la balance et augmenter encore ce nombre de scooters. Alors, si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail des statistiques, on peut voir dans les chiffres du ministère des Transports que le nombre de scooters enregistrés auprès des autorités a atteint en début d'année les 14,662 millions. Donc 6 000 de plus que sur la même période, enfin les 2 premiers mois de l'année, l'année dernière. Ça fait combien de scooters par habitant en âge de conduire un scooter? Est-ce que tu as cette donnée-là? Alors, on n'a pas les données par âge de... On a 62 sur 100, mais par contre, c'est sur 20 sur 100 personnes. Ils ne vont pas compter les gens qui sont en âge... En âge de conduire ou pas. Oui. C'est ça, parce que ce sera intéressant de rapporter ça. Enfin, parmi ces 100 personnes, combien ont moins de 18 ans? Non, mais il n'y a pas ce genre de statistiques. Et puis, il y a aussi les personnes âgées qui ne conduisent plus. Ou qui continuent à conduire alors qu'elles ne devraient plus conduire. Et justement, TVBS citait un responsable d'une association de scooters qui expliquait que si Taïwan adoptait les mêmes critères pour les permis de conduire ou pour délivrer et conserver les permis de conduire de scooters, qu'au Japon ou en Europe, par exemple, le nombre de personnes autorisées à conduire des scooters serait beaucoup plus limité et sans doute qu'il chuterait même de 1/3. C'est vrai que je pense que ça fait partie en effet aussi de la praticité des scooteristes qu'on n'avait pas listé au début en fait, d'émission. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le scooter reste populaire malgré un prix assez élevé. Et pourtant, les Taïwanais considèrent qu'un scooter qui coûte jusqu'à 80 000 $ taïwanais, soit 2 200 €, reste quand même abordable. Donc, c'est un prix qui est considéré comme abordable, alors que peut-être qu'en France, c'est considéré comme plutôt cher. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui achètent des scooters électriques qui sont aussi un peu plus chers. Et puis, il y a des subventions aussi. C'est la question que je voulais poser. Est-ce qu'il y a les statistiques qui montrent parmi les nouveaux achats, est-ce qu'on est plus sur l'électrique ou l'ancien? Non, je ne les ai pas là, mais je pense que c'est pas encore là, on n'atteint pas encore la majorité. Ça c'est sûr, mais je pense que les tendances sont à la hausse. Ça continue à grimper, oui. Après, ça change au niveau du prix à l'achat sans doute, mais il faut savoir que normalement, d'après une loi qui a été passée, en 2035, on ne peut plus construire de nouveaux scooters s'ils ne sont pas électriques. D'accord. Après, toute la maintenance, tout ça, elle a encore une longue vie devant elle, c'est sûr, mais... Après, c'est quand même une tendance parce que 2035, c'est pas si... C'est demain. C'est ça, quoi, presque. Et ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai trouvé des statistiques pour le taux d'utilisation des scooters ou des motos par pays. Mais malheureusement, dans ces statistiques-là, il n'y avait pas Taïwan. Ce qui m'a interpellée. Parce qu'il est mis en province de Chine. C'est peut-être compté dans la Chine, justement. Et le premier pays, c'était la Thaïlande avec 87%. Et en fait, on ne compte pas par personne, mais par foyer. D'accord. Donc, c'est un petit peu différent. Donc, il y avait d'abord la Thaïlande avec 87%. Le Vietnam avait un ratio de 86%. L'Indonésie, 85%. La Malaisie, 83%. Et ensuite, bien en deçà de ces chiffres, on avait la Chine avec 60%. L'Inde avec 47%, le Pakistan 43%, et puis ensuite Nigeria, Philippines 35-32%,
Et puis après, ça continue à baisser en dessous de 30% avec le Brésil, l'Égypte, l'Italie. On arrive en Europe. Et puis en France, on est à 12%. Donc, c'est pas très élevé comparé à... Scooter mobilette, c'est moins... c'est vrai que c'est... J'imagine qu'à Taïwan, si c'est par foyer, on sera très proche des 80% aussi. Ça dépend comment c'est compté. Je pense que c'est un peu plus qu'un scooter par foyer. Non moi, je pense pas qu'il y a... Je pense pas qu'il y a autant de scooters à Taïwan qu'en Asie du Sud-Est. Quand on va au Vietnam, c'est vraiment massif, le nombre de scooters sur la route ou en Indonésie. Alors qu'à Taïwan, ça reste quand même modéré, en fait. En venant de France, on se dit que c'est énorme, mais en fait, quand on compare à l'Asie... les autres pays. Les autres pays de la région, c'est pas tant que ça. Après, il faudrait voir aussi la densité des scooters selon différentes villes à Taïwan ou les différentes régions, parce que Tainan, c'est énorme. Apparemment, Kaohsiung, c'est la plus haute densité de scooters. J'aurais dit Tainan, tu vois. Mais Kaohsiung, c'est là que j'ai commencé à apprendre à faire du scooter et à conduire et que j'ai passé mon permis parce que c'était trop peu pratique en habitant là-bas de ne pas avoir de scooter. C'est justement Kaohsiung, c'est vraiment la ville type. Et là, maintenant que je suis de nouveau à Taipei, je ne l'utilise plus, j'ai plus de scooter. Donc je confirme ces statistiques. Mais les distances sont trop élevées à Kaohsiung, c'est pas... Après, avec le transport qui s'étend de plus en plus, avec le nouveau métro qui va encore être construit, etc., c'est vrai que c'est arrivé très très tard, les transports en commun de type métropolitain à Taïwan, mais avec l'extension de ça, on est peut-être appelé à avoir de moins en moins de scooteristes dans le monde. Honnêtement, à Kaohsiung, les bus fonctionnent bien, il y en a assez régulièrement, mais je pense que les gens sont aussi habitués à leur confort, à aller d'un point à un autre en 10 minutes, c'est réglé, à ne pas dépendre aussi des transports en commun. C'est devenu un petit luxe scooter, que les gens sont plus trop prêts à abandonner. C'est pas un acquis, mais on n'en est pas loin. En parlant d'abandon, moi j'avais envie de vous parler de tout à fait autre chose et de cette fameuse boîte aux lettres sous-marine de l'île verte. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je l'ai même vue de mes propres yeux. Celle de Pont-Roux, des Pescadores, est plus connue parce que déjà, je crois que c'est la première qui avait été installée dans ce type de politique, c'était au Pescadores. Mais celle de l'île verte, elle ressemble à quoi? Vas-y, dis-nous tout. Elle ressemble aux boîtes aux lettres qu'on voit dans la rue, donc une verte, une rouge. Alors, ça doit être celle des Pescadores que tu as vue. Parce qu'à l'île verte, c'est un hippocampe. Elle a la forme d'un hippocampe. Alors, j'ai vu des photos de celle de Penghu et j'ai mélangé parce que ça fait plusieurs années que je l'avais vue. Voilà. C'est un hippocampe peint en blanc, pour le reconnaître sans doute, dans les fonds marins. Il est plus grand que... Et en fait, cet hippocampe postal est menacé par des parasites marins, faute d'entretien. Donc, c'est installé depuis 2018, si ma mémoire est bonne, dans la préparation que j'ai faite, c'est bien ça. Elle a été mise en service en 2018, cette fameuse boîte à lettres sous-marine, pour attirer les touristes, faire de la plongée, découvrir les coraux, bien évidemment. Pourquoi ça a une forme d'hippocampe? Parce qu'elle est installée dans un lieu où le tourisme aquatique et la plongée peut permettre d'observer les tout petits hippocampes qui sont endémiques apparemment à cette zone de Taïwan. Alors c'est une espèce spéciale d'hippocampe dont vous avez sans doute déjà vu à quoi ça ressemble sur notre site, puisqu'on avait mis des photos à l'époque où on l'avait un peu... Une espèce qui est protégée à Taïwan, c'est l'hippocampe pygmée. C'est tout petit comme hippocampe. Et les gens sont assez férus d'aller le découvrir en faisant de la plongée. Et du coup, il suffit d'aller à 50-60 mètres au large de la côte, de la plage de l'île verte pour pouvoir les observer. Et c'est à ce moment-là, c'est dans ce lieu-là qu'ils ont mis aussi cette boîte postale en se disant, plus il y a d'attraits touristiques, plus il y aura de gens qui viendront. Parce que l'île verte, on en fait le tour dans la journée, quoi. Alors oui, il y a des sources chaudes, il y a des sites pittoresques, touristiques assez sympas à voir. Une jolie petite prison à visiter. Là, voilà, une jolie petite prison dont certains femmes et hommes politiques ont fait plus qu'une visite par le passé, au moment de la Terreur blanche. C'est historique, mais c'est touristique et ça peut être intéressant de multiplier les attraits comme cela pour les gens. D'où cette politique de boîte à lettres sous-marine, parce que la Poste s'engage à renvoyer votre carte postale une fois que vous l'avez mise dans cette boîte sous-marine, dans les 2 ans, je crois.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des cartes postales spéciales. Bien sûr, parce qu'il faut que l'encre puisse bien rester, Tout Oui, à que fait. le papier se désintègre pas Oui. aussi. Donc c'est pas vraiment C'est du ça. papier, Donc, c'est faut que plutôt ce du soit plastique. imperméable et il faut que ça résiste en effet Moi, je pensais au que fond c'était des vraies marin. cartes postales, mais qu'on mettait dans des pochettes plastiques. Alors, c'est la pochette qui vient protéger la carte, mais la carte elle-même est spéciale aussi parce qu'elle D'accord. doit avoir une certaine résistance, notamment à l'humidité, Mais au c'est fond vrai que marin. si ça reste 2 ans sous l'eau, Et, mais c'est long quand même, 2 ans. Il c'est pourrait maximum quand même 2 faire ans. une, Mais je pense une que relève tous les 3 mois. il y a quoi. une relève qui est faite, et puis c'est à chaque saison touristique, mais à mon avis, c'est dans le contrat, il prévoit large pour être sûr de ne pas avoir de D'accord. soucis ou de plaintes derrière, quoi. Et pour attirer les touristes, vous êtes sûr de recevoir votre carte unique parce que chaque saison touristique, il y a une nouvelle carte qui est faite. Donc il y a plusieurs cartes qui ont comme ça été créées. C'est un contrat que la Poste a passé avec les autorités locales, donc on va dire pour simplifier la mairie de l'île verte, qui fait partie du comté de Taitung, voilà, pour attirer les touristes et pour avoir cette boîte à lettres. Donc selon les termes du contrat, c'est pas la partie la plus intéressante, je pense, de cette présentation, mais c'est quand même important, c'est pour ça que je le souligne. Il y a la création du design des cartes pour la saison touristique et puis la maintenance de la fameuse boîte Hippocampe. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que justement, il y a un problème de maintenance qui fait que l'hippocampe pygmée, elle est attaquée par des parasites marins ou sous-marins aquatiques qui font qu'on ne peut pas trop s'en approcher, même les plongeurs. Ah, donc c'est les hippocampes qui sont attaqués, c'est pas la boîte Non, aux lettres. c'est la boîte aux lettres en hippocampe. forme d'hippocampe. Voilà. Bon, on va arrêter de dire l'hippocampe parce que c'est vrai que ça pourrait porter à confusion. Voilà, donc c'est la boîte à lettres dont on parle maintenant qui est attaquée par des parasites et apparemment on ne peut pas forcément les toucher directement. Donc pour les plongeurs, c'est des espèces un peu menaçantes. Ça fait aussi que tu es obligé de gratter un peu comme par corrosion en fait, le même système. Les plongeurs spécialistes seraient obligés d'aller gratter la boîte à lettres pour pouvoir y déposer les courriers. Donc c'est pas n'importe qui pourrait le faire. Alors si tu viens comme touriste pour mettre ta boîte à lettres, enfin ta carte postale dans les fonds marins mais que tu peux pas le mettre toi-même, il y a moins d'intérêt quoi. Donc vu qu'il n'y a plus cet attrait, bah, l'appel d'offres, tu te dis, moi j'avais signé pour ça sur le dépliant d'aller à l'île verte et je ne l'ai pas. Et puis donc les autorités ont cherché ils ont fait un nouvel appel d'offres pour pouvoir assurer la maintenance, l'entretien, donc c'est pas le dégraissage, mais le déparasitage de la boîte à lettres, et puis tout simplement qu'elle soit accessible, quoi. Et personne n'a répondu à l'appel d'offres, parce qu'apparemment c'est plus complexe que ça en a l'air. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises. pas- On manque d'entreprises de boîtes aux lettres sous-marines à Taïwan. Ou alors ils pensent que ça leur le jeu n'en vaut pas la chandelle, quoi. Peut-être que c'est un investissement trop pas assez rentable pour eux. Et Du est-ce qu'on coup, sait ces organismes marins, on ne sait pas non plus exactement. Il y a plusieurs types d'où ils viennent, d'organismes pourquoi est-ce qu'ils se parasites. sont installés là? Eh ben non, on ne sait pas. Mais elle est entièrement recouverte, donc on voit toujours la forme d'hippocampe, mais on ne voit plus sa couleur blanche d'origine, ni l'endroit où on peut mettre glisser le courrier. d'accord. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un problème. 2 appels d'offres ont été lancés sans que ça marche. Du coup, à l'approche de la saison touristique, les autorités, elles ne sont pas très contentes, donc elles ont eu l'idée de rompre le contrat actuel qui a été signé avec la Poste et puis les autorités locales plus l'autre société en charge de la maintenance pour que le contrat soit séparé en 2. Donc avoir la maintenance d'un côté pour un prestataire occasionnel quand il y a besoin et puis l'autre partie du contrat, c'est vraiment la création de ces fameuses cartes et assurer l'envoi avec la Poste. Donc sachant que le pic touristique de l'été, ça attire combien de personnes, cette formule, à votre avis? Plusieurs C'est-à-dire, milliers combien de personnes Combien de veulent personnes mettre veulent mettre une boîte, pas une boîte à lettres, mais une... par année? ouais, chaque année. Franchement, j'ai pas beaucoup d'idées. 1000, 2000 peut-être? On en est à 30 000 cartes vendues Waouh. chaque année. Quoi? C'est énorme. Sérieusement? Alors, il y en a qui sont vendus sans être mises directement choquée. dans cette boîte sous-marine. Il y en a qui en font la collection. Mais sur les 30 000 cartes qui sont vendues à destination de cette boîte sous-marine, il y en a 40%
qui sont envoyés à l'étranger. Donc c'est vraiment, il y a quasiment pas un sur deux, mais après, 4 sur 10, que... c'est des étrangers qui se disent tiens, oui. vu que je suis là, autant en profiter, quoi. Parce qu'en fait, moi je pensais énorme, une personne et une carte postale, mais c'est vrai que quand on envoie des cartes postales, en principe, on en envoie, je sais pas, 6, 7, 8, oui. Pas qu'une seule, quoi. C'est pas faux. Voilà, alors là, ce que je vous dis au niveau de ces cartes, c'est au niveau de la vente des cartes, celles qui sont vraiment mises sur place par c'est plusieurs centaines de lettres chaque semaine qui sont déposées dans la boîte aux lettres chaque semaine pendant la saison touristique. Et la saison touristique, c'est 4 mois de l'année, en fait. Voilà, donc chaque semaine, plusieurs centaines, ouais, ça fait quand même... donc la Poste doit quand même vider la boîte aux lettres assez régulièrement, parce que sinon elle devient trop remplie. Tout à fait. Alors, oui, parce que l'hippocampe, on le disait, c'est une toute petite taille, le pygmée. Alors là, la boîte à lettres, c'est sûr, c'est une imitation, elle est plus grande, mais en effet, c'est limité. Donc la question, c'est est-ce que le fait de ne pas réussir à trouver un prestataire pour sauver la boîte à lettres sous-marine va porter atteinte au tourisme sur place? La mairie de l'île verte pense que ça devrait quand même aller, mais c'est vrai qu'elle aimerait qu'il y ait vraiment un appel d'offres digne de ce nom. Parce que cette boîte à lettres, elle est accessible à tout le monde. On disait, elle est à peu près à 60 mètres de la côte et elle est à 11,50 mètres de profondeur. Donc même quelqu'un qui n'a jamais fait de plongée peut tenter le fait d'y aller tout seul, enfin accompagné, quoi, en plongée comme cela. Oui, pas tout seul. D'initiation. Ok. Voilà. Ah ben merci, Fix. Et puis on va se plonger dans un tout autre sujet. Jolie transition. C'est beau. Un sujet de littérature, mais plutôt de guerre politique, en fait, entre la Chine et Taïwan. Donc il s'agit d'une professeure de littérature chinoise du premier lycée de filles de Taipei, donc un lycée assez prestigieux, qui a encouragé ses élèves à participer à un concours de rédaction de littérature chinoise pour lequel il faut rédiger un court essai après avoir lu un livre parmi une liste de 10 ouvrages ou 12 écrits par des écrivains chinois. Et donc, cette information a été transmise par un groupe Line. Et selon les directives d'inscription qui sont publiées sur le site internet, ce concours a été organisé pour faciliter les liens d'amitié entre les étudiants et enseignants taïwanais et chinois. Donc, les élèves et professeurs entre le primaire et l'université sont tous qualifiés pour y participer. Et les participants sont répartis ensuite en groupes. Donc, il y a enseignants, élèves primaires, collège, lycée, université. Sachant que pour les élèves de primaire, il suffit d'écrire 150 mots. Donc, c'est pas vraiment très difficile. Voilà. Oui. Et le concours de rédaction offre un prix total de $200,000 taïwanais en espèces qui pourrait être décerné à une centaine de lauréats. Donc, c'est quand même une très grande récompense pour un effort relativement minime, avec ensuite la possibilité de participer à un petit stage d'études dans la province chinoise du Fujian, donc en Chine, juste en face de Taïwan. Alors, là où ça pose un petit peu question, c'est que le concours a été organisé conjointement par la Zhangfa Society de Taïwan et Wanjuanlou Books Company, donc un éditeur et une organisation littéraire, disons. Zhangfa, c'est quoi? C'est son nom. C'est une association taïwanaise? C'est une association taïwanaise qui donc... c'est une fondation, ouais. C'est une fondation. Et les autres organisations sont en fait financées directement par le gouvernement chinois, dont la Haxia Chuban Fahang, donc le groupe de distribution et publication du Détroit, qui appartient au gouvernement du Fujian, et puis la Fujian Educational Society, qui est aussi supervisée par le ministère chinois de l'Éducation, et la China Association for Promoting Democracy, qui est une association sous la direction du Parti communiste chinois. Pour promouvoir la démocratie. Voilà. Et le problème, en fait, c'est que les deux associations taïwanaises qui y participent pourraient enfreindre l'article 33.1 de la loi sur les relations entre les habitants de la région de Taïwan et de la région continentale, qui stipule que, je cite, « Toute forme d'activité de coopération avec des agences, institutions ou organisations chinoises appartenant à des partis politiques, à l'armée, à l'administration ou de nature politique, ou qui sont impliquées dans des activités politiques contre Taïwan, ou qui affectent la sécurité ou les intérêts nationaux, est interdite. »
Donc la question c'est est-ce que ce concours de rédaction affecte les intérêts nationaux ou bien c'est impliqué dans des activités politiques contre Taïwan. Le ministère de l'Éducation et la Commission des Affaires continentales ont dit qu'ils allaient étudier le cas pour savoir si cette règle est enfreinte ou non. À première vue, ça semble quand même être le cas, parce que l'objectif du concours est d'influencer l'opinion des jeunes Taïwanais au sujet de la Chine, les gagnants recevant un prix et une récompense en Chine lors d'un événement qui est appelé le Forum du Détroit. Et donc le vice-président de l'Association taïwanaise des professeurs d'université, Chen Lifu, explique que le fait que les lauréats du concours reçoivent des prix au Forum du Détroit donnerait l'impression que les jeunes de Taïwan s'identifient à l'unification de la Chine et de Taïwan. Et les participants du concours de rédaction pourraient simplement vouloir se rendre en Chine et se faire payer le voyage par quelqu'un. Ils n'ont pas forcément été informés qu'ils devaient recevoir le prix en Chine. Et ils doivent savoir que leurs photographies et leur identité peuvent être utilisées dans le cadre de la campagne du Front uni de la Chine. Ensuite, un autre journaliste qui utilise le nom de Feng Xiqian Shisan Weidu, donc Feng Xiqian 13e dimension, je n'ai pas trop trouvé son identité réelle, a aussi partagé les résultats de ses recherches sur Google et dit avoir trouvé 2 liens sur le site officiel du concours sous la rubrique Activités passées vers des résultats de l'année précédente, mais le contenu de ces liens a été supprimé. Donc il y a un peu quelque chose de louche. Par contre, en cherchant sur le moteur de recherche chinois Baidu, et non pas sur Google, il y a beaucoup plus de résultats. Ce qui est logique aussi. Ouais. Mais ça dit quelque chose que sur Google, ça a été supprimé. C'est ça. Mais donc voilà, sur Baidu, dans un article publié dans le quotidien du Minbei, je pars le 8 juillet dernier, puisque c'est la 2e édition de ce concours, et il a été rapporté que donc, l'année dernière, près de 50 jeunes étudiants du Fujian et de Taïwan ont participé à une journée d'études qui s'appelait Sur les pas de Zhu Xi, Zhu Xi étant un philosophe chinois. Et donc, l'une des élèves taïwanaises, Lin Ziyuan, a déclaré, donc selon ce journal, « J'ai été très impressionnée par la cérémonie, en particulier le moment où j'ai participé en portant une robe chinoise, j'étais très émue, et j'ai également eu le sentiment que les compatriotes des 2 côtés du détroit de Taïwan ont les mêmes racines et sont liés par le sang. » Donc ça, c'est vraiment un discours du politique du Front uni qui... Voilà, c'est assez surprenant de voir que participer à un camp d'été pour apprendre à connaître un maître confucéen de la dynastie Song donne un sentiment de parenté entre les 2 rives du détroit comme ça. Ensuite, il y a... CQFD. Voilà. Un autre média du Parti communiste chinois, le Wanhuibao, a publié un article qui dit que près de 300 enseignants et étudiants de Hong Kong, Macao et Taïwan ont participé à un camp d'études sur la philosophie de Zhu Xi. Et un membre du comité permanent de la province du Fujian a conseillé que les jeunes du Fujian, de Hong Kong, Macao et Taïwan perpétuent l'esprit d'unité des 4 mers et du monde, prôné par la culture chinoise, et qu'ils aient un sens du nationalisme, afin d'être une force dans la promotion de la réunification pacifique de notre mère patrie, et de ne pas dilapider leur jeunesse, afin de créer une vie meilleure ensemble. C'est beau ça aussi. Voilà. C'est beau. Ouais. Donc, si on doutait de l'objectif de ce concours de rédaction, les doutes peuvent être éclaircis. Donc, c'est des fois tellement gros que tu te dis mais ça peut jamais passer et en même temps plus c'est gros plus ça passe dans ces cas-là quoi. Voilà, donc pour l'année dernière en tout cas il y avait un voyage d'études qui était proposé pour visiter les lieux culturels liés à Zhu Xi de 6 jours pour les plus jeunes et 9 jours pour les étudiants d'université. Et donc les voyages aller-retour, l'hébergement, la nourriture, l'assurance, toutes les dépenses sont prises en charge par l'organisateur. Et ça devient très difficile de croire qu'aucune considération politique ne se cache derrière une telle générosité. On a hâte de voir la conclusion de la mini-enquête et la participation des élèves des rédactions. Ça. Voilà. Voilà, donc on arrive déjà à la fin de cet épisode de On en parle à Taïwan. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye. Au revoir.